This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Well, we got a minute. I'm gonna buy that truck I've been wanting. Wait, don't you need weeks to shop for a car? I don't. Carvana makes it super convenient to find exactly what I want. Hold up. You're buying a car on your phone? Isn't that more of a laptop thing? You can shop wherever you want. I like to do my research, read reviews, compare models. Plus, Carvana has thousands of options. How'd you decide on that truck? Because I like it. Oh, that is a great reason. Go to Carvana.com to sell your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Dans cet épisode, nous continuons, ou plutôt nous reprenons là où nous nous en étions arrêtés, dans notre voyage en quête des mondes étranges qui peuplent l'univers. Si vous vous souvenez bien, nous avions vu les différentes catégories de ce bestiaire incroyable, les super-terres rocheuses des mondes océans, des planètes aux orbites elliptiques et aux saisons extrêmes, ou encore des planètes fixes sur leur axe, présentant toujours la même face à leur étoile. Mais quelles autres catégories de planètes et de spectacles inimaginables renferment notre univers? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Il est temps à présent de reprendre notre voyage, notre catalogue infini d'exoplanètes. Et s'il y a bien une catégorie qui suscite notre intérêt, c'est celle des super-terres. Elles sont d'autant plus curieuses que ce type d'astre n'existe pas dans notre système solaire. Et pourtant, ce genre de planète pourrait constituer les 2/3 de toutes les exoplanètes. Les super-terres sont donc une catégorie d'exoplanètes, comme son nom l'indique, qui se situe entre la taille de la Terre et la taille de Neptune, soit 4 fois la taille de la Terre. Mais cette catégorie est elle-même divisée en plusieurs sous-catégories. Selon leur lieu de formation autour de leur étoile, des phénomènes de dégazage de la planète, de la masse rocheuse initiale et d'autres paramètres, les super-terres dites rocheuses et ce qu'on appelle les mini-Neptunes. Les super-terres rocheuses sont des exoplanètes rocheuses comme la Terre, mais en plusieurs fois plus grandes et plus massives, disposant d'une atmosphère très épaisse. Les mini-Neptunes, en revanche, sont des exoplanètes principalement gazeuses, dont la forte gravité a permis d'absorber les gaz environnants, principalement composés d'hydrogène et d'hélium, ce qui en fait des mini-planètes gazeuses. Ces sous-catégories se distinguent par leur composition atmosphérique, ce qui influence leurs propriétés et donc leur potentielle habitabilité. Il y a une décennie de cela, la communauté scientifique était en effervescence suite à une annonce fracassante. La découverte d'une exoplanète, celle sur laquelle nous allons nous poser maintenant, GJ1214b. Une exoplanète orbitant autour d'une naine rouge. C'était une prouesse scientifique à l'époque, mais alors pourquoi tant d'enthousiasme? Eh bien, GJ1214b était non seulement la deuxième plus petite exoplanète jamais détectée, mais elle se trouvait également à seulement 42 années-lumière de la Terre. Grâce à nos instruments d'observation actuels, nous avons même réussi à étudier son atmosphère, malgré sa taille mesurant seulement 2,7 fois la taille de la Terre. Imaginez donc cette planète, GJ1214b, en orbite encore une fois autour d'une naine rouge bien plus petite et bien moins massive que notre Soleil. Bien que son étoile ait une température relativement basse, d'environ 2700 degrés à sa surface, la proximité de GJ1214b suffit à chauffer sa surface à plusieurs centaines de degrés. Et avec une masse équivalente à 6,3 celle de la Terre, ce qui est fascinant, c'est que sa densité est incroyablement faible, seulement 1,7 g par centimètre cube, comparable à peu près à celle de Titan, et loin derrière la Terre avec une densité de 5,5 g par centimètre cube. C'est pour ces raisons qu'il est considéré que GJ1214b est donc constitué essentiellement de gaz et est donc une mini-Neptune. Sur GJ1214b, une année dure seulement 38 heures
et il n'y a pas de cycle jour-nuit, seulement une lumière perpétuelle qui éclaire la planète, tandis que des vents violents balaient sa surface le long de l'équateur. Cette exoplanète est un monde extraordinaire, d'autant plus qu'il est sans équivalent dans notre système solaire. Les astrophysiciens ont émis 3 hypothèses sur la composition de son atmosphère. Elle pourrait être un mélange de vapeur entourant une petite planète de glace chaude et sous pression. Elle pourrait être une graine de fer et de roche enveloppée d'une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium, ou alors un mélange d'hydrogène, d'hélium et de glace sur une graine rocheuse. Des études récentes sur les variations de température atmosphérique entre le côté éclairé et le côté sombre de GJ1214b suggèrent la présence d'éléments lourds, comme de la vapeur d'eau. Mais la confondre avec une géante gazeuse serait une belle erreur. Elle est très différente des planètes géantes que nous connaissons telles que Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Alors que la température de surface de Neptune est de moins 220 degrés, celle de notre exoplanète frôle les 1000 degrés. Dans les couches atmosphériques supérieures de JJ1214b, là où les températures sont extrêmes, les nuages sont composés de chlorure de potassium et de sulfure de zinc. Dans les couches atmosphériques plus profondes, ces substances se condensent en grains microscopiques en dessous de 500 degrés. Ces nuages de chlorure de potassium donnent alors une teinte rose-orangée à la planète lorsqu'ils sont éclairés par la lumière. Tandis que les nuages de sulfure de zinc apparaissent, eux, d'une teinte marron pâle, absorbant la lumière dans presque tout le spectre visible. Un autre fait étonnant, c'est que le sulfure de zinc peut être phosphorescent dans certaines conditions, en particulier lorsqu'il est exposé aux ultraviolets et aux rayons X. Mais c'est justement les rayons émis par l'étoile autour de laquelle notre exoplanète tourne. Il est possible que les nuages de GJ1214b émettent une douce lueur fluorescente et persistante, visible depuis son hémisphère sombre. Le spectacle, depuis le ciel comme depuis l'espace, doit être magnifique. Et malgré l'atmosphère épaisse de la planète, et depuis l'espace, il est possible que les puissants courants de jet équatoriaux laissent entrevoir des trouées près de l'équateur, offrant une vue partielle de sa surface, nous permettant d'apercevoir sous les nuages roses et bruns un ciel teinté de vert et de gris. L'atmosphère de GJ1214b est également empreinte d'une tension électrique. Les frottements entre les particules de chlorure de potassium et de sulfure de zinc créeraient une forte électricité statique dans l'air, déchargée en de puissants éclairs, ajoutant donc une touche de mystère à cette fascinante mini-Neptune. Mais après avoir fait la rencontre avec notre première mini-Neptune, il est temps d'aller explorer une autre sous-catégorie de super-Terre, les mondes océans. Au cœur de l'espace infini, loin de notre chère Terre, se trouvent des mondes océaniques d'envergure dépassant notre imagination. Ces planètes sont colossales et à la masse jusqu'à 10 fois supérieure à celle de la Terre. Elles se sont formées loin de leur étoile, au-delà de la ligne de glace. Cette ligne, c'est la distance limite à une étoile, au-delà desquelles des molécules de gaz se condensent spontanément pour former des matériaux solides glacés. Les astres rocheux qui se créeraient au-delà de cette limite sont donc le résultat d'une agglomération de roches majoritairement composées de glace d'eau. Et puis, il faut laisser le temps faire son effet. Sur des millions d'années, peut-être même des milliards, les planètes entrent en résonance, interagissent les unes avec les autres gravitationnellement, et leur orbite n'est pas fixe, elles migrent. Pour ces planètes, loin de leur étoile, qui ont la chance de migrer vers l'intérieur du système solaire et de passer cette fameuse frontière des glaces, alors cette glace fusionne, les couches de glace directement exposées se subliment sous l'action de la chaleur de l'étoile, et la planète se recouvre progressivement d'un océan global et d'une atmosphère dense composée majoritairement de vapeur d'eau. Autrement dit, sur ces mondes, l'eau est partout, et dans des proportions monstrueuses. Elle peut représenter jusqu'à 5% de la masse totale de la planète. À titre de comparaison, nos maigres océans sur Terre
ne représente que 0,02% de la masse totale de la Terre, soit 250 fois moins. En bref, les conditions de ces planètes océaniques sont à la fois extrêmes et incomparables. De nouveaux indices tendent à confirmer chaque jour la présence de candidats sérieux dans notre panel d'exoplanètes en tant que monde océan. Et c'est le cas de la planète que nous allons voir maintenant, Kepler 22b. Nous nous éloignons un peu, puisqu'elle est située à 638 années-lumière de notre système solaire, dans la constellation du Cygne. Elle orbite autour d'une étoile similaire à notre Soleil et également dans sa zone habitable. La planète a d'ailleurs été la première découverte par le télescope spatial Kepler à se trouver dans la zone habitable d'une naine jaune de type solaire. Avec un rayon de 2,38 fois celui de la Terre, Kepler 22b est un corps relativement large et représente environ 13,5 fois le volume de notre planète. Mais sa masse reste difficile à déterminer, avec une estimation qui va entre 30 et jusqu'à plus de 100 fois la masse de la Terre, donc avec une grande incertitude. Mais depuis l'espace, ce monde océan est bien caché, parce que son atmosphère d'une extrême densité cache les trésors qu'elle renferme. Alors amorçons notre descente. À mesure que nous nous rapprochons du sol, nous traversons les couches nuageuses, tempétueuses et les courants chauds, froids qui se livrent une lutte sans merci. Heureusement pour nous d'ailleurs, nous faisons ce voyage mentalement. Car si vous aviez le malheur de réellement vous trouver sur place, vous suffoqueriez aussitôt dans cette fournaise planétaire saturée de vapeur d'eau à plusieurs centaines de degrés. Tout cela avant d'être broyé sous la pression de centaines de fois supérieure à celle de la Terre. Pour résumer, Kepler 22b est une cocotte minute géante. Mais nous arrivons enfin à sa surface. L'océan s'étend à perte de vue, tumultueux et majestueux. Les phénomènes climatiques qui animent Kepler 22b sont violents et spectaculaires. Des tempêtes dévastatrices se forment à la surface, accompagnées de vents puissants dans cette atmosphère dense qui souffle sans relâche. L'océan gronde sous l'effet des forces déchaînées, générant des vagues monstrueuses qui se dressent devant nous comme des montagnes liquides et puis viennent se briser avec une puissance inouïe en projetant des embruns salés dans l'air suffocant. Le paysage est à la fois grandiose et intimidant. Cette atmosphère de plusieurs centaines de kilomètres d'épaisseur et d'une densité inouïe absorbe et masque presque entièrement la lumière de son astre. Et ne nous parvient de l'étoile qu'une timide lueur vespérale, mystérieuse et diffuse qui baigne cet environnement extraterrestre dans une quasi-obscurité totale. Mais étrangement, malgré une température atteignant les 200 degrés au sol, celle-ci ne bout pas. Ça et là, des volutes de vapeur s'échappent des océans immenses, mais ils sont maintenus à l'état liquide grâce notamment aux fortes pressions qui modifient la température d'évaporation. Toute cette planète est donc dans un état d'équilibre critique permanent. Mais pour nous, le paysage n'en est que plus beau, créant une brume enveloppante qui rajoute encore un peu plus une dimension mystérieuse. Malgré un paysage océanique qui peut paraître familier, quelque chose vous perturbe à l'oreille. Tous les sons vous paraissent beaucoup plus loin qu'ils ne sont en réalité. Et puis les vagues, le vent, tout ne sonne pas comme d'habitude. Mais c'est parce que le son, sa diffusion, sa perception changent en fonction du milieu dans lequel il se propage. Cette atmosphère est si épaisse qu'elle en est presque visqueuse, à la frontière entre un gaz et un liquide. De plus, la vapeur d'eau absorbe davantage le son que l'azote dans notre atmosphère, ce qui étouffe le son, et c'est ça qui trompe notre cerveau quant à l'évaluation de la distance des objets. Mais tant qu'à faire notre voyage mentalement, autant y aller jusqu'au bout. Si nous pouvions parler, à quoi ressemblerait notre voix ? La densité élevée de l'air ferait vibrer nos cordes vocales plus lentement, ce qui en réduirait la hauteur du son. En gros, nous parlerons tous basso profundo. En revanche, comme le son voyage plus vite dans des atmosphères denses,
l'atmosphère de la planète visqueuse conduirait le son plus rapidement que sur Terre. Le conduit vocal résonnerait donc à une fréquence plus élevée, ce qui rendrait la voix un peu plus grinçante. Sur Kepler 22b, vous auriez à peu près cette voix, et nous ressemblerions tous à Donald Duck, en quelque sorte. Et une fois passé l'étonnement initial de la rencontre, une pensée pourrait venir vous titiller l'esprit. Avec autant d'eau, la vie doit forcément exister ici. Mais pourtant, à mesure que nous initions notre descente dans les océans sans fin de cette planète, rien, aucune trace de vie. Pourtant, à seulement quelques dizaines de mètres de profondeur, malgré l'obscurité, la température diminue pour atteindre des niveaux semblables à ceux que nous avons sur Terre. Alors comment expliquer cette absence de vie ? Eh bien, qui dit eau ne dit pas forcément vie. Pour le comprendre, il faut continuer notre descente, au plus profond de ces abysses infinis. Ici, il faut descendre parfois à plus de 100 km de profondeur, soit 10 fois plus que la plus profonde des fosses océaniques terrestres, pour enfin toucher le fond. Et alors que la pression atteint des niveaux absurdes tant elle est immense, nous arrivons enfin sur une surface solide. Aussi solide que de la roche, sauf que ça n'en est pas. Le noyau de Kepler 22b nous révèle un phénomène étonnant, la présence de glace chaude exotique. Alors pour comprendre, il faut savoir que l'eau existe sous bien plus de formes que vous l'imaginez. Selon les conditions de pression et température, elle peut exister en réalité sous 10 formes de glace différentes, avec toutes des propriétés singulières. La glace que nous connaissons sur Terre est la glace 1H. Mais la glace que nous rencontrons ici dans ces abysses s'appelle la glace 6. Cette glace singulière se forme sous des pressions et des températures très élevées, comme celles rencontrées justement dans le noyau de Kepler 22b, créant une structure cristalline unique. Contrairement à la glace que nous connaissons sur Terre, la glace 6 est plus dense et plus imperméable, ce qui lui confère une résistance extraordinaire. Elle enveloppe donc, elle aussi à son tour, sur plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur, la graine solide, rocheuse de Kepler 22b. Cette glace exotique joue un rôle crucial dans le développement de la vie. Parce que cette couche hyper résistante, elle agit comme un imperméabilisant entre l'océan liquide de Kepler 22b et son socle rocheux. Or, le contact entre l'eau et la roche est primordial pour l'apport de molécules organiques dans l'eau, afin de former des structures complexes puis des structures vivantes. Autrement dit, l'océan de Kepler 22b est trop pur pour voir émerger quoi que ce soit. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Sous cette couche de glace, au niveau du socle rocheux justement, la libération de magma sous la forme d'évents, comme ceux des dorsales océaniques terrestres, est peut-être possible. Si tel est le cas, alors la chaleur de ces évents pourrait suffire à faire fondre localement de la glace et créer des petites poches d'eau liquide, où le processus chimique pourrait alors avoir lieu. Ce seraient alors de véritables petits oasis de vie au milieu de conditions extrêmes. Ces évents émergeraient des profondeurs abyssales en propulsant des jets d'eau chaude saturés de minéraux. Ces évents hydrothermaux offrent un refuge miraculé où la vie microscopique pourrait se développer. Des bactéries chimiotropes capables de se nourrir de minéraux présents dans l'eau chaude, qui prospèrent autour de ces évents et formant une communauté écologique unique. Si tel est le cas, si la vie existait au niveau de ces petits évents, elle reste fragile et vulnérable. Les conditions environnementales extrêmes limitent toute diversité des organismes qui peuvent survivre dans ces poches de vie miraculées. Au-delà de ces évents hydrothermaux, les profondeurs de Kepler 22b restent donc un monde obscur et inhospitalier. Continuons donc notre voyage à travers ce catalogue infini de mondes habités. Et à mesure de notre périple, nous avons été confrontés jusque-là à des phénomènes extrêmes. Exposition extrême, température extrême, pression extrême. Aussi, vous ne serez peut-être pas surpris de la planète suivante. Moitié moins loin que Kepler 22b, mais à une distance tout de même prodigieuse de 190 années-lumière de la Terre, se trouve un système fascinant,
HD 10606. Ici, une naine jaune étrangement similaire à notre Soleil règne en son centre. Et autour d'elle orbite la géante gazeuse qui nous intéresse. Elle est de taille équivalente à notre Jupiter. Mais c'est bien la seule ressemblance notable avec celle-ci, car son climat est aussi imprévisible qu'extraordinaire. Cette planète est-elle une comète géante ? Elle a une orbite extrêmement elliptique, au point de s'approcher dangereusement de son étoile, puis ensuite s'éloigner vers les confins de l'espace. Imaginez-vous la scène captivante. Un objet gigantesque, une géante gazeuse, arborant ses volutes chatoyantes de gaz, se déplace sur son orbite. À son point le plus élevé, elle se trouve à 0,88 unités astronomiques, recevant une quantité de chaleur à peu près comparable à celle que la Terre reçoit du Soleil. C'est à ce moment précis que des phénomènes étonnants se produisent. Des nuages mystérieux, composés de gouttelettes de vapeur d'eau, de cristaux de glace et même de microparticules de quartz, se forment dans l'atmosphère de la planète tempétueuse. Mais voici l'instant critique. À mesure que cette planète se rapproche de son étoile, les conditions changent de manière spectaculaire. En seulement 55 jours, la distance à son étoile diminue d'un facteur impressionnant. À sa périhélie, elle se situe à seulement 0,03 unités astronomiques, soit 10 fois plus près que Mercure, tandis que le flux d'énergie en provenance de l'étoile augmente d'une manière exponentielle et est multiplié par 800. Imaginez-vous les conséquences d'un tel changement rapide. Des cyclones géants d'une violence inouïe se forment à sa surface, atteignant des vitesses incroyables de 5 km par seconde. Et comme vous le savez, plus des gaz sont chauffés, plus ils prennent de la place. Aussi, l'atmosphère de la géante gazeuse se dilate à une vitesse vertigineuse, franchissant le mur du son et produisant des ondes de choc qui balayent la planète entière à plusieurs reprises. Et voici le point culminant. La vapeur d'eau est décomposée en oxygène et en hydrogène sous l'effet de la température et de la chaleur intense. Les cristaux de quartz s'évaporent sans laisser de traces, avant de se recondenser en immenses et gigantesques nuages de sable. Tous ces phénomènes dramatiques pourraient être vus en direct sous vos yeux ébahis. Ceci, bien sûr, est un cas parmi les plus extrêmes que nous connaissons. Mais on peut se demander si, dans une moindre mesure, une telle variation d'exposition sur une planète rocheuse pourrait toujours être compatible avec la vie. Alors, bien que nous n'ayons pas encore découvert de manière formelle de tels astres, il n'en demeure pas moins tout à fait probable, tant les possibilités sont infinies. D'après les dernières estimations et modèles en vigueur, l'excentricité orbitale n'est pas forcément un obstacle infranchissable à la vie, tant que la moyenne globale des températures au cours d'une année sur cette planète reste habitable. Malgré tout, la planète sera soumise à un stress climatique cyclique intense. Mais là encore, ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Certains chercheurs pensent que de tels changements peuvent être un merveilleux catalyseur de biodiversité. Tout comme sur Terre, chaque crise climatique, impact de météores et autres cataclysmes a produit un boom évolutif. De telles contraintes permettraient l'émergence d'espèces spécialisées. Mais alors si nous nous promenions sur un tel astre, en imaginant que la vie puisse s'être développée, quel spectacle étrange serions-nous amenés à voir ? Notre planète imaginaire est donc sujet à un stress climatique intense, passant d'un excès de chaleur à une période glaciaire, offrant un environnement dynamique captivant. Les changements atmosphériques donnent lieu à des phénomènes uniques. Dans la saison glaciaire, la banquise recouvre une grande partie des terres. Ces mêmes glaciers et neiges qui vont ensuite s'évaporer sous la chaleur intense en passant au plus près de son étoile, provoquant des moussons planétaires qui inondent les vastes étendues de terre et nourrissent une vie singulière et résiliente. Sur cette planète, la météo est un spectacle dramatique, une danse incessante de forces cosmiques qui façonnent un modèle cyclique hors du commun. Dans les vastes étendues de ces contrées étranges, les plantes sont les premières actrices de ce récit captivant. Pour survivre, elles ont développé une stratégie audacieuse. L'éjection de spores dans l'atmosphère,
tout comme certaines espèces de plantes sur Terre. À l'approche de la saison glaciaire, synonyme de mort pour cette espèce de plante, elles expulsent des spores, ces petites graines résistantes qui sont portées par les vents capricieux et qui se propagent à travers les terres. L'hiver et l'action du climat et de la glace permettra de fragiliser la coquille de ces graines, et à l'arrivée de la nouvelle saison chaude, elles pourront donc germer et coloniser de nouveaux horizons en perpétuant leur cycle de vie. Mais les plantes ne se contentent pas de résister. Elles s'adaptent aussi avec ingéniosité. Certaines d'entre elles se sont justement spécialisées dans les périodes froides. Leur secret réside dans leur capacité à forger des défenses solides contre les gelées dévastatrices. Leur enveloppe protectrice est faite d'un dérivé de kératine, ce que nous avons sur les ongles ou dans les cheveux, particulièrement épais et résistant, qui leur permet de braver les vents glaciaux et de survivre à des températures négatives. De plus, leur sève produit une protéine antigel naturelle, une stratégie évolutive également partagée par certains poissons arctiques sur notre planète. Un trésor biologique qui leur confère donc une résilience incroyable face aux rigueurs du froid. Mais à l'inverse, au cœur des saisons chaudes, il y a aussi certains animaux qui ont développé des stratégies étonnantes pour survivre dans des conditions arides et torrides. Lorsque la chaleur est étouffante, ces petites espèces se retirent alors dans des abris frais, des crevasses dans la roche profonde ou des terriers souterrains bien isolés. Ils réduisent alors leur métabolisme à leur minimum et entrent dans un état de sommeil prolongé. Le rythme cardiaque et la respiration ralentissent jusqu'à devenir imperceptibles pour économiser précieusement leur énergie, attendant patiemment que les températures redescendent sous des seuils plus cléments. Mais alors que nous nous aventurons à travers la végétation de cette planète, un éclat énigmatique attire notre regard. C'est une plante bien mystérieuse. Ses feuilles sont translucides et sa base semble renfermer un secret caché. En nous approchant, nous réalisons que cette plante possède un mécanisme de fonctionnement fascinant. Ces feuilles translucides ne sont pas un apparat. Elles ont la capacité de réguler la chaleur de la plante. C'est une des rares espèces à pouvoir survivre tant en période chaude qu'en période froide, et est passée maître dans l'art des illusions lumineuses. Pour faire simple, ces feuilles agissent comme des lentilles. En ajustant leur position ou la quantité d'eau dans les feuilles, elles peuvent manipuler la lumière pour faire converger ou diverger les rayons lumineux selon ses besoins. Ainsi, lorsque la saison chaude s'installe, les feuilles font en sorte de diverger les rayons de lumière et rafraîchissent localement la base de la plante. Mais le plus impressionnant arrive dans la saison froide, lorsqu'a lieu entre cette plante et un petit animal une symbiose remarquable, signe de l'adaptabilité dans ces conditions extrêmes. Lorsque la période glaciaire s'installe et que les rayons de soleil se font plus rares, les feuilles de la plante changent de disposition à nouveau pour concentrer cette fois-ci les rayons lumineux, comme le ferait une loupe. Tous les rayons se concentrent donc sur la base de la plante, en forme de demi-sphère, où se situent ses organes reproducteurs, maintenus plus chauds grâce à la concentration des rayons lumineux. C'est alors qu'une espèce animale spécifique, une sorte de petit rongeur, en quête de chaleur et de protection, est la seule à pouvoir pénétrer dans cette sphère magique, de par sa petite taille. Une fois à l'intérieur, il découvre un véritable cocon. C'est un véritable havre de paix au milieu du froid glacial, profitant de la chaleur bienfaisante, mais aussi de nourriture, en se nourrissant des graines à l'intérieur de la plante. Mais pour la plante, c'est donnant-donnant, car même si elle est prête à sacrifier des précieuses graines, elle sait que lorsque le doux souffle du printemps annonce la fin de la saison froide, les animaux quitteront le cocon temporaire, avec, dans la plupart des cas, quelques graines qui ont résisté à l'appétit de ces petites bêtes et qui se sont accrochées sur leurs poils. Et lorsque le doux souffle du printemps annonce la fin de la saison froide, les animaux quittent le cocon temporaire, prêts à affronter les nouveaux défis et à explorer les autres recoins de ce monde. Mais alors qu'ils profitent de la saison des moussons, ces petits êtres fragiles savent que bientôt, ils devront retrouver un nouveau cocon porteur de ces précieux grains de pollen qui, d'une plante à l'autre, permettent de polliniser les plantes et de faire perdurer leur cycle de vie.
nous arrivons à la fin de, non pas notre voyage, car il nous reste encore tant de choses à découvrir, mais à la fin de ce premier épisode. Profitez de ce temps pour assimiler tout ce que nous avons vu aujourd'hui, afin de repartir de plus belle à la découverte de nouveaux mondes étranges. Et nous terminerons par la lecture habituelle d'un commentaire qui nous vient de Martinique, de Johan, qui nous dit « Le meilleur podcast scientifique et de loin. J'ai écouté les 28 épisodes en voiture tous les 2 jours en moins de 2 semaines. J'ai voyagé à l'infini pour commencer à comprendre l'univers. Merci, j'ai hâte de continuer à vous écouter. » Eh bien, merci encore de ma part et de celle de Willy. Et si comme Johan l'épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, une review sur Apple Podcast ou Spotify et à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Replay Media. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.